Alors, imaginez un peu le truc. On réalise l'un des plus gros cartons des années 80, un film culte qui a marqué tout le monde. Et pourtant, Hollywood finit par vous mettre de côté. C'est ça l'histoire complètement dingue de Joe Dante, un vrai visionnaire qui, lui, n'a jamais voulu rentrer dans le moule. Alors la question c'est, comment ça a pu arriver? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Oui, c'est vraiment la grande question. Comment est-ce qu'on passe de roi d'Hollywood à l'outsider par excellence? Pour comprendre ça, il faut vraiment remonter aux origines, aux racines de son cinéma. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Un mélange assez unique d'irrévérence totale et de pur talent. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, avant d'être le réalisateur de blockbusters qu'on connaît, Joe Dante, c'était d'abord et avant tout un fan, un vrai de vrai, un passionné de films de série B, de parodies, de cartoons. Et c'est vraiment là, dans cette culture pop un peu en marge, que tout a démarré pour lui. Ce qui est frappant quand on regarde son parcours, c'est qu'on a l'impression que Dante, il a d'abord pensé le cinéma avant de le faire. Il l'a analysé, décortiqué. Mais le vrai déclic, le moment où tout bascule, c'est quand il arrive chez Roger Corman. C'est là, vraiment, qu'il va trouver son terrain de jeu parfait, l'endroit idéal pour son esprit complètement rebelle. Ah, l'école Corman. La règle du jeu, elle était super simple. Pas de budget, pas de temps, mais une liberté créative totale. Et c'est au milieu de ce chaos hyper créatif que Dante va tout apprendre. Surtout le plus important, comment faire d'une contrainte une force. Comment faire des films qui claquent avec, 3 francs 6 sous. Et cette leçon, croyez-moi, elle va marquer toute sa carrière. Et là, avec Piranhas et puis Hurlement, Dante y fait tout péter. Ce ne sont pas de simples films d'horreur, non, non, c'est beaucoup plus malin que ça. Ce sont de vraies satires super mordantes, mais déguisées en films de monstres. Et ça marche. Le public est conquis, la critique suit. Et surtout, il y a quelqu'un, un producteur très, très puissant, qui commence à le remarquer. Et voilà, on entre dans une toute nouvelle dimension. Ce style si particulier de Dante, ce mélange des genres, ça tape dans l'œil du producteur le plus influent de tout Hollywood. Et c'est comme ça que va naître le phénomène Gremlins. En fait, Spielberg, il se reconnaît complètement en Dante. Il voit un esprit frère, un autre réalisateur qui, comme lui, sait parfaitement jongler entre l'émerveillement et la trouille. La quatrième dimension, c'est juste un tour de chauffe. Le vrai test, le projet qui va absolument tout changer pour eux, il arrive juste derrière. Et c'est là que ça commence à coincer. C'est le premier vrai clash. Pour le studio, Warner Bros., le film est un cauchemar total. Beaucoup trop sombre, bien trop violent, surtout pour un film de Noël. Mais Dante, lui, il ne lâche rien. Et avec Spielberg dans son camp, un allié de poids, on peut le dire, il remporte la bataille. C'est un vrai coup de maître. Il a réussi à imposer sa vision, sa patte subversive, en plein cœur du système hollywoodien. Le résultat, c'est un raz-de-marée. Gremlins, ce n'est pas juste un succès, c'est un véritable phénomène culturel. Du jour au lendemain, Joe Dante se retrouve tout en haut, au sommet d'Hollywood. Mais comme on dit, c'est souvent quand on est au sommet que la chute est la plus vertigineuse. Sauf que c'est précisément là que le piège se referme sur lui. Après un carton pareil, Hollywood n'attend qu'une chose, qu'il refasse la même chose, qu'il reproduise la formule magique. Le problème, c'est que Dante, ce n'est pas un simple faiseur, c'est un auteur. Il a un ton, une patte, une irrévérence qui lui est propre. Et ça, le système hollywoodien, il déteste ça. Et la suite, malheureusement, c'est une succession de batailles perdues. D'abord, Explorers, qui est complètement charcuté par le studio. Ensuite, L'Aventure intérieure, un film plein de charme, mais qui, ne trouve pas son public. Et puis arrive Gremlins 2. Et là, c'est le geste ultime. Le studio lui donne carte blanche, une liberté totale. Et qu'est-ce qu'il fait? Il en profite pour faire une satire explosive et hilarante du premier Gremlins. C'est absolument brillant, mais d'un point de vue commercial, c'est un suicide pur et simple. Et cette citation, elle résume absolument tout. Pour les studios, c'est un bide. Pour lui, c'est son film le plus intime, le plus personnel. Le fossé entre les deux mondes n'est plus un fossé, c'est carrément un gouffre. À ce moment-là, on sent bien que le point de non-retour a été franchi. Et malheureusement, l'histoire va se répéter quelques années plus tard avec Small Soldiers. Spielberg fait de nouveau appel à lui, mais l'époque n'est plus la même. Cette fois, le but n'est pas de faire une œuvre, non, c'est de vendre des jouets. Le film est pensé comme un produit dérivé, une pub de 2 heures. Alors pour Dante, qui lui voulait faire une satire sur l'armée, c'est la frustration de trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Forcément, les conséquences ne se font pas attendre. Et elles sont brutales. Les portes commencent à se fermer, les unes après les autres. Les projets sont annulés, les financements coupés.
Le verdict d'Hollywood est tombé et il est sans appel. Être un franc-tireur, ça a un prix. Et ce prix, c'est la mise à l'écart. Bon, on pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Sauf que Joe Dante, ce n'est pas vraiment le genre de type à baisser les bras. Rejeté par les gros studios, qu'à cela ne tienne, il va simplement renaître ailleurs. Et c'est là tout le paradoxe. C'est en sortant du système qu'il va finalement cimenter son statut de véritable légende. Et c'est fascinant de voir où il va trouver refuge. La télévision, le cinéma indépendant. Ça devient son nouveau terrain de jeu. Loin de la pression énorme des blockbusters, il retrouve une chose qu'il avait perdue depuis longtemps, la liberté. Alors oui, il tourne moins, c'est sûr, mais au moins il tourne ses films, comme il l'entend. Et c'est là que le paradoxe devient complètement fou. Pendant qu'Hollywood fait semblant de l'avoir oublié, eh bien le reste du monde, lui, le célèbre. Les festivals, les cinémathèques, les rétrospectives, tout le monde s'arrache son travail et reconnaît son génie. Sa réputation auprès des critiques n'a jamais été aussi haute, au moment même où sa carrière commerciale, elle, est au plus bas. C'est incroyable. Et jusqu'au bout, il reste ce regard critique, toujours aussi affûté. Cette petite phrase qu'il a eue sur le streaming, elle en dit tellement long. Pour lui, le cinéma, ça doit rester une expérience, pas juste un produit de consommation qu'on clique sur un bouton. C'est ça, au fond, le combat de toute sa vie. Tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question essentielle. L'histoire de Joe Dante, au final, c'est celle d'un combat permanent. Le combat de l'originalité contre le formatage. Alors, aujourd'hui, à l'heure des franchises à n'en plus finir, des suites, des reboots et des algorithmes, est-ce qu'un franc-tireur comme lui aurait encore sa place à Hollywood ? Franchement, la question reste entière.